Donc la pelote basque est issue, un petit rappel historique, la pelote basque est issue de la Courtée Longue Paume, chère à Bordeaux. Et je passe rapidement. Comment est-elle devenue basque? Eh bien, elle est devenue basque avec l'avènement de la gomme en Europe, avec l'idée de fronton et avec l'ingéniosité des Basques. Alors, en ce qui concerne la pelote, il y a eu évidemment cette possibilité de mettre un noyau de gomme qui a fait que le projectile est venu plus bondissant et il y a eu la possibilité donc de le faire rebondir contre un mur qui deviendra le futur fronton. Et l'ingéniosité des Basques a fait le reste avec une multitude d'instruments, dont celui-ci, qu'il faut rappeler, le fameux gant qui vient en fait d'un petit panier dans lequel on recueillait les fruits. Je ne parlerai pas du palétone qui était l'omoplate de la vache avec lequel jouaient les expatriés en Argentine. Alors la pelote basque, quand je la présente, je dis toujours que c'est un sport unique parce que bien entendu elle gravite autour de la pelote, mais elle conserve aussi une très forte connotation ethnologique qui fait qu'on appelle volontiers le sport national basque. Dans tous les championnats, souvent l'affiche comporte le fameux béret et l'escurina, qui est le drapeau basque, et surtout, bien entendu, dans tous les villages basques, vous savez qu'il y a toujours le sempiternel fronton. Alors, elle est unique, mais elle est aussi multiple, cette pelote. Pourquoi? Parce qu'il y a 11 instruments différents qui caractérisent les différentes spécialités. Il y a des types de pelotes différents et des aires de jeu différents aussi. Si bien qu'en France, nous avons environ 22 spécialités et qu'il y en a 14 qui sont jouées au championnat du monde. Alors, les instruments, plutôt que de les énumérer, puisqu'on n'a pas trop le temps, je vais vous les montrer. Le plus simple, c'est évidemment la main, qui est une grande caractéristique de la pelote basque. Ensuite, il y a les 4 palages, là non plus je ne vais pas détailler, les raquettes argentines et la raquette de front tennis, qui est une raquette de tennis à peu près, mais avec un cordage différent, et les gants, le grand gant et le petit gant qui manque ici avec lequel on joue au Yoko Garbi, et enfin les gants de cuir avec lesquels on joue à Pachaka et au robot. Alors les pelotes sont également différentes, il y a des pelotes pleines, des pelotes de gomme, entièrement de gomme, les 3 ici, qui peuvent être pleines ou creuses, et puis les fameuses pelotes de cuir, de poids et de taille différentes suivant les spécialités, avec la curieuse pelote de Pachaka qui pèse quand même 240 grammes et est très volumineuse. Les aires de jeu sont également variables, il y en a 5 donc utilisées. La place libre, qui est le fameux fronton que vous allez rencontrer dans tous les villages, le trinquet, qui est la salle qui est la plus utilisée en France, les murs à gauche qui sont les plus utilisés en Espagne, avec le mur à gauche 36 mètres et 30 mètres, et enfin le fameux rail à l'ail, dans lequel se joue la cesta punta, que vous avez pu voir sur tous les films de Miami maintenant, qui nous montre toujours ce puntiste. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour jouer à la pelote? Eh bien, il faut quand même des caractéristiques assez intéressantes parce qu'il y a des déplacements importants en marchant, en courant dans toutes les directions, voire en sautant, vous allez voir. Et évidemment, il y a la frappe d'un projectile qui, comme vous avez pu le voir, est quelquefois lourd, avec un instrument qui est lui-même lourd et long. Et donc, il faut une certaine puissance. Et une caractéristique de la pelote basse, c'est qu'il n'y a pas de temps de repos systématique comme vous pouvez en avoir au tennis ou dans tous les autres sports de raquettes pratiquement. Alors voici quelques types de frappes. La frappe à main nulle, le saut de cesta punta et une frappe de paletta cuir par exemple. Paletta, pelote de cuir. Alors quelles sont les qualités requises? Eh bien il y a une très forte sollicitation cardio-pulmonaire, anaérobie de chaque point et aérobie du fait de la durée de la partie. En passant, une partie, avec des tests que j'avais fait à l'époque, 70% d'une partie se déroule à 80% de la sollicitation cardiaque maximum. Il faut également une très grande puissance musculaire et une certaine explosivité. Alors, il y a des variantes suivant les spécialités. À pelote de cuir, il faut plutôt plus de puissance et d'explosivité. À pelote de gomme, plutôt une aptitude à aérobie importante du fait de la longueur des points et de la longueur des parties. Donc, ceci entraîne des difficultés évidemment pour l'acquisition de ce sport avec des entraînements qui doivent être très différents suivant les spécialités et suivant les postes. Alors la pathologie, on va y venir quand même. La pathologie peut être commune aux autres sports de raquettes. Il y a évidemment toutes les tendinites de l'épaule, toutes les périarthrites, les tendinites du coude. J'avais fait un article, dis-moi comment tu souffres du coude, je te dirai quelle spécialité tu fais parce que les tendinites sont un peu différentes suivant les spécialités.
Les accidents musculaires sont relativement fréquents, en particulier le biceps et en particulier au grand gant, du fait de l'importance du geste, de la tension du muscle. Et des entorses, bien entendu, peuvent arriver, comme dans tous les sports où on se déplace, avec plus ou moins de gravité, avec parfois des ruptures du croisé. Enfin, on peut avoir des pathologies assez importantes, mais classiques, disons. Alors, ce qui est plus intéressant, ce sont les pathologies spécifiques. Alors, bien entendu, il y a toute une pathologie traumatique, et traumatique oculaire, parce que les petites pelotes que vous avez vues de gomme font à peu près le diamètre de l'orbite, et le crâne, évidemment, car, par exemple, à Cesta Punta, une pelote de 130 grammes se balade à près de 300 km/h. Donc, vous imaginez l'agressivité du projectile. Alors, la pathologie la plus caractéristique, dont je vais vous donner quelques mots supplémentaires, c'est la main nue, bien entendu, avec le clou, le syndrome de Raynaud et l'hémoglobinurie. Quant à la Cesta Punta, le fait de rattraper la pelote après une chute volontaire pour rattraper ce qu'on appelle un aérobote entraîne une pathologie du coude, puisque l'instrument est au même membre, et donc il n'y a pas la possibilité de se protéger avec la main, et la pathologie de la hanche, puisqu'il y a une chute sur le côté, sur la hanche. Alors voici quelques traumatismes de la face. Ça, c'est vraiment le minimum de ce qu'on peut rencontrer. Malheureusement, on a quand même quelques pertes oculaires à signaler. Ici, vous avez un anévrisme de l'artère temporale. J'ai eu 3 cas dans ma carrière. Et ici, un hématome sous-dural au cours d'une partie de Yoko Garbi. Les pathologies plus spécifiques de la main sont évidemment les plus intéressantes. C'est ce que j'ai particulièrement étudié depuis que je suis médecin de la fédération. J'en ai résumé quelques-unes ici. Je peux tenir 1h30 sur la pathologie de la main. Ici, le clou, donc c'est une douleur excruciante qui empêche le joueur de continuer à pratiquer. Et ce clou, on verra les traitements. Ici, vous avez des caractéristiques de cette main. Vous avez ici la déformation de l'auriculaire qui stigmatise véritablement le joueur de pelote à main nue, car bien entendu, cette pathologie n'intéresse que le maniste, le joueur à main nue. Vous avez cette déformation que j'ai appelée en patte de crabe, avec cette clinodactylie. Et curieusement, dans ce cas-là, une clinodactylie également de l'autre côté, comme si la main avait voulu s'adapter pour mouler la pelote. Ici, vous avez la pathologie, alors qui, moi, m'interpelle le plus, qui est la pathologie artérielle avec un syndrome de Raynaud traumatique. Ce syndrome de Raynaud peut se manifester de façon chronique, avec ce que les joueurs appellent eux-mêmes le doigt blanc, mais il peut se manifester aussi de façon aiguë, avec des risques de complications trophiques, comme ici, où vous avez une petite nécrose de l'extrémité digitale et une nécrose sur le trajet de la collatérale digitale. Alors j'avais particulièrement étudié cette pathologie du fait de sa gravité, et j'ai fait entre autres de grosses études avec la plétismographie. Et vous voyez des choses intéressantes ici. Vous avez un majeur et un 4e doigt de la main droite et de la main gauche. Vous voyez au repos comment se présente la courbe qui est pratiquement plate, si je puis dire, par rapport à une courbe qui est normale, c'est celle-ci. Si vous trempez cette main dans l'eau froide à 10 degrés, vous voyez que la courbe ici aussi s'aplatit davantage. Mais ce qui est surtout intéressant à constater là-dessus, c'est que après 10 minutes de pratique de pelote, vous voyez que la courbe au niveau des deux doigts intéressés est parfaitement plate, ce qui caractérise l'agressivité de la frappe de la pelote. Alors, autre pathologie, c'est l'hémoglobinurie que j'ai décrite aussi quand je commençais à m'occuper de ça. J'avais appris que les joueurs, après des parties longues et dures, en particulier l'été, avec chaleur, émettaient des urines couleur porto, comme vous pouvez le voir ici. J'avais pu savoir très vite qu'il s'agissait très probablement de quelque chose de sang avec les bandelettes, simplement, et avec des études que j'ai réalisées avec différents échantillons que j'ai pu recueillir, et à Bordeaux en particulier, on a pu montrer par des études spectrales et par une immunoélectrophorèse ici qu'il s'agissait bien d'une hémoglobinurie et non pas d'une myoglobinurie, ce qui était important à savoir pour nous, puisque la seconde peut, comme on a vu tout à l'heure, être d'évolution dramatique. Et comme vous le voyez ici, donc l'urine du sujet est bien en face du témoin hémoglobine, et donc c'est bien une hémoglobinurie qu'on a là. 1 ou 2 fois, les sujets émettent ces urines après les parties, et tout rentre dans l'ordre sans aucun inconvénient.
Alors, bien entendu, toutes ces différentes pathologies nous ont amenés à essayer de trouver des solutions thérapeutiques. Pour le clou, le traitement médical peut être suffisant dans bien des cas, mais dans d'autres cas, on est obligé d'arriver à des solutions chirurgicales. Ces solutions chirurgicales nous ont montré qu'il y avait 3 types de lésions caractéristiques. On peut voir dans certains cas des kystes épidermoïdes, dans d'autres cas des hématomes qui sont organisés, et dans d'autres cas, enfin, un tissu fibro-adipeux qui englobe toujours les nerfs, ce qui explique parfaitement le caractère très douloureux de ces pathologies. Quant aux pathologies artérielles, le traitement est en général médical avec vasodilatateurs ou autres traitements, et exceptionnellement chirurgicaux avec un petit problème, c'est qu'en Espagne, l'Hammer syndrome, qu'on connaît bien, le syndrome du marteau, qui entraîne soit des anévrismes, soit des thromboses, doit conduire à des solutions chirurgicales, ce que nous n'avons jamais été obligés de faire en France. Les traitements préventifs ont évidemment toujours retenu notre attention, mais bien entendu pour toute la pathologie traumatique de la partie crânienne, c'est le port des lunettes pour les yeux, le port du casque pour les traumatismes crâniens, et pour les parties basses, bien entendu, le port de coudière qui est sollicité, est suggéré pour les aérobots, la protection des hanches, et une protection particulière, une préparation, une protection et des petits soins pour la main, ce que j'ai appelé les 3 P, avec des pansements tout à fait adaptés, qui ont permis, alors toutes ces pathologies ont permis d'améliorer considérablement les risques de cette pelote, ce qui nous permet de suggérer à nos jeunes pousses de pratiquer ce sport sans trop d'arrière-pensée. Voilà, je n'en dirai pas plus puisque le temps nous est compté. Merci. Merci beaucoup, Guy Laporte.